Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile. Surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum, et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées, vieilles d'environ 11 000 ans.
Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site ? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles ? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant ? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés ? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement ? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande ? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre. Et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science ? Est-ce lié à un gaz inflammable ? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout ? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace ? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion.
Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de... Pouvez-vous imaginer que tous les êtres humains d'aujourd'hui sont issus seulement d'un millier de personnes? Il y a quelques 800 à 900 000 ans, la quasi-totalité de nos ancêtres ont disparu, ne laissant derrière eux qu'un petit pourcent de la population. Que s'est-il donc passé? La Terre connaît de fréquents cycles glaciaires. Nous appelons ça des périodes glaciaires. Autrefois, ces périodes étaient plutôt douces et se produisaient avec régularité, environ tous les 41 000 ans. Les périodes glaciaires sont liées à l'axe de la Terre. Notre planète étant légèrement inclinée, son axe n'est pas droit. Au fil des millénaires, cette inclinaison s'est légèrement modifiée. Ce minuscule changement affecte la quantité de lumière solaire que nous recevons, en particulier au pôle, et entraîne des épisodes de refroidissement ou de réchauffement d'une intensité inouïe. Il y a environ 2,6 millions d'années, lorsque les premiers hommes se sont établis sur Terre, l'époque du Pléistocène a commencé. C'est l'époque que nous appelons traditionnellement l'âge de glace, comme dans les films. De grandes nappes glaciaires recouvraient certaines parties de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. La glace n'était pas partout tout le temps. Ces cycles glaciaires allaient et venaient, et il arrivait que les nappes fondent temporairement. Mais dans l'ensemble, les conditions étaient beaucoup plus froides qu'aujourd'hui. Nous pouvons encore en voir la preuve. Les glaciers ont creusé des vallées et laissé derrière eux des formations impressionnantes telles que des moraines et des fjords. Et comme le niveau de la mer était très bas, une grande partie du monde était constituée de terre. Cela a permis aux hommes et aux animaux de voyager entre les continents et de se répandre partout. C'était l'époque de la mégafaune. Vous l'avez découverte au cinéma. Mammouths, laineux, félins à dents de sabre, paresseux géants et mastodontes. Nos ancêtres passèrent leur temps à chasser tous ces géants. L'homme n'est pas issu d'une seule lignée, ce n'est pas comme si les singes s'étaient lentement transformés en humains. Nous sommes constitués de différentes espèces, Homo erectus, Néandertaliens, etc. Mais une seule espèce, Homo sapiens, a survécu et est devenue l'homme moderne. Les conditions difficiles nous ont obligés à devenir plus intelligents. Nous avons appris à fabriquer des outils, des vêtements et des abris pour survivre. Nous sommes devenus des chasseurs-cueilleurs et nous avons inventé le feu, qui s'est avéré très utile au cours de la période glaciaire. Et oui, mais un grand changement inattendu allait survenir. Un événement désastreux s'est produit il y a environ 850 000 ans. Les humains ont dû faire face à un effondrement démographique majeur. Seules 1280 personnes ont survécu. Environ 99% des premiers humains ont été anéantis. Et nous descendons du petit pourcent qui a survécu. Cette quasi-extinction est, sans surprise, imputable au climat. Il s'agit de la transition du Pléistocène moyen. L'orbite de la Terre autour du Soleil s'est légèrement modifiée. Les niveaux de carbone ont chuté, beaucoup de choses se sont passées, et le climat de la Terre s'est emballé, devenant incroyablement froid et sec. Les mers sont soudainement devenues plus froides, et l'Afrique et l'Eurasie ont connu d'horribles périodes de sécheresse. Il était presque impossible de trouver de la nourriture. Les scientifiques ont appris tout ça en prélevant l'ADN d'environ 300 000 personnes dans le monde entier. Ils ont utilisé une nouvelle méthode qui leur a permis de retracer l'histoire de l'évolution humaine sur 1 million d'années et d'en apprendre davantage. Il n'est pas étonnant que l'on ne trouve pratiquement aucun fossile de cette époque. Il n'y avait presque personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, la plupart des singes avaient 24 paires de chromosomes.
Mais lorsque la population s'est réduite, 2 des pairs ont fusionné, et nous nous sommes retrouvés avec seulement 23 pairs. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui nous a séparés des autres singes. Les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans ont tous 24 paires de chromosomes. Mais notre chromosome fusionné est devenu le chromosome humain. Comme un effet d'entraînement, cette petite chose a influencé notre cerveau, puis nous avons commencé à marcher sur 2 pieds et nous avons inventé le langage. Il a fallu aux humains environ 100 000 ans pour se remettre de cette catastrophe. Ce n'est qu'après tout ce temps qu'ils ont recommencé à se répandre. N'est-ce pas incroyable que nous soyons passés de 1000 à 8 milliards d'individus? Quoi qu'il en soit, l'ère glaciaire a finalement pris fin il y a environ 1700 ans. Une période plus chaude, appelée Holocène, a commencé. Avec le réchauffement, les civilisations humaines ont enfin pu se développer. Il y a 5000 ans, c'était l'Égypte ancienne, puis la civilisation de la vallée de l'Indus, la Chine ancienne, et bien d'autres. Bien que nous ayons prospéré pendant un certain temps, un problème demeure. La transition du Pléistocène moyen a modifié la durée et l'intensité des cycles glaciaires. Avant la transition, il y avait bien des ères glaciaires, mais le froid était plus doux et les cycles plus courts. La Terre se couvrait d'une couche de glace tous les 4000 000 ans environ. Mais après la transition, les périodes glaciaires sont devenues plus longues et plus rigoureuses. Les cycles ont changé. Ils se produisaient tous les 100 000 ans, mais ils étaient très intenses. Les nappes glaciaires se sont agrandies, s'étendant même vers le sud. À partir de maintenant, les périodes glaciaires, qui continueront à se produire, seront donc un peu différentes. La prochaine devrait avoir lieu dans environ 50 000 ans, peut-être plus tard. Et le plus tard sera le mieux, mais en même temps, les conséquences seront beaucoup plus graves. Ce qu'ont vécu nos ancêtres s'appelle un goulot d'étranglement démographique. C'est ainsi que l'on appelle une réduction soudaine et importante de la taille d'une population. Cela se produit généralement à la suite de tremblements de terre, d'inondations ou de sécheresses, d'incendies et même d'actions humaines. Seules quelques personnes survivent, et elles seules peuvent transmettre leurs gènes aux générations futures. Et de tels goulots d'étranglement, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Notre espèce moderne, l'Homo sapiens, vivait à l'origine en Afrique. Il y a environ 60 à 80 000 ans, un petit groupe d'entre eux a quitté l'Afrique et s'est répandu dans le monde entier. Ce n'était pas sur un coup de tête. Ils ont dû se déplacer en raison des sécheresses et des énormes problèmes climatiques que connaissait l'Afrique à l'époque. Ils sont partis à la recherche de nourriture et ont trouvé de nouveaux lieux de vie. Ils ont traversé le Moyen-Orient, puis l'Europe et l'Asie, avant d'atteindre l'Australasie et les Amériques. Ils se sont rapidement installés sur différents continents et ont commencé à se mélanger avec les espèces autochtones, comme les Denisoviens et les Néandertaliens. Mais il y a eu un problème. À l'origine, les espèces africaines étaient extrêmement diversifiées sur le plan génétique. Mais comme seule une petite partie d'entre elles est partie s'installer ailleurs, la plupart de ces gènes n'ont pas pu être disséminés. Et cela a provoqué un goulot d'étranglement pour tout le monde. Les espèces semblables à l'homme qui virent ensuite le jour dans d'autres parties du monde se mirent à présenter une moins grande diversité génétique. Leur patrimoine génétique étant plus restreint, elles sont devenues plus vulnérables à diverses substances. La population africaine a également connu une baisse de sa diversité génétique. Mais au moins, les humains ont réussi à survivre. Toutefois, les populations non africaines ont fini par chuter et les Néandertaliens et les Denisoviens ont disparu. Il n'est plus resté que nous, les Homo sapiens. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que tous les hommes modernes sont originaires d'Afrique. Les premiers hommes ont eu la vie dure. Il y a environ 74 000 ans, ils ont subi une nouvelle catastrophe, la catastrophe de Toba. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Il n'est pas certain que cette catastrophe se soit réellement produite. En fait, les scientifiques pensent qu'il y a eu une super éruption volcanique sur le site actuel du lac Toba, à Sumatra, en Indonésie. Cette éruption aurait été absolument catastrophique pour le climat et pour l'homme. Ce fut l'un des événements volcaniques les plus puissants de ces 2 derniers millions d'années. Le volcan aurait craché entre 3 et 6 000 km3 de lave et de matière volcanique. Pour mémoire, il y a environ 13 000 km3 d'eau dans toute l'atmosphère de notre planète. C'est dire si ça faisait beaucoup de lave. Cette terrible catastrophe a entraîné la formation du lac Toba, un immense lac de caldeira à Sumatra. Des tonnes de cendres et de dioxyde de soufre ont également été rejetées dans l'atmosphère. Cela a provoqué ce que l'on appelle un hiver volcanique. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas vraiment l'hiver, accroche-toi à ton chapeau. Nous allons embarquer pour un voyage incroyable.
À l'aide de scientifiques géniaux et de leurs travaux, nous avons demandé à l'IA de nous ramener 2 milliards d'années en arrière pour nous montrer à quoi ressemblait notre merveilleuse planète à l'époque. Alors, on attache sa ceinture et c'est parti. Sauter dans une machine à voyager dans le temps et aller visiter la Terre quand elle n'était qu'un bébé, il y a environ 4 ou 5 milliards d'années, aurait été une grave erreur. Un chaos total régnait alors. Tout d'abord, le sol était encore en fusion et tout mou, donc faire atterrir ta machine à voyager dans le temps aurait posé quelques problèmes. Et dès ta sortie de l'appareil, tu aurais vu une Terre complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Le paysage était fait de montagnes escarpées, de mers étincelantes et de vastes étendues de terre. D'immenses volcans massifs entraient en éruption en permanence, projetant des gaz et des cendres dans l'air. Un véritable feu d'artifice. Et même si tu avais une super machine capable de planer et dotée de dispositifs de protection contre la chaleur, tu aurais quand même du mal à respirer. Tu vois, l'atmosphère de la Terre primitive était un peu folle. D'épais nuages flottaient dans le ciel en projetant des ombres mystérieuses sur la Terre. L'air était aussi ténu qu'un murmure et rempli de toutes sortes de gaz étranges, comme de l'hydrogène et de l'hélium. Le dioxyde de carbone était partout, colorant tout d'un vert éclatant. La vapeur remplissait l'air et il faisait très humide. Et il y avait aussi un soupçon d'ammoniac et de méthane, au cas où tout ça ne suffisait pas. Ça fait pas mal de gaz, hein? Mais il manque quelque chose, l'oxygène. En inspirant, tu ne sentirais pas cette bouffée d'air familière remplir tes poumons. Il n'y avait pas encore de forêt luxuriante. Au lieu de cela, on trouvait des terrains accidentés et rocailleux. Certaines de ces roches portent encore les marques des forces intenses, collisions et tremblements de terre qui ont façonné la Terre pendant des millions d'années. Mais au milieu de toute cette violente beauté, quelque chose d'étonnant était sur le point d'arriver. La vie, dans ses balbutiements, était en train de préparer sa grande entrée. Des organismes comme les algues et les bactéries dominaient la scène. Ils prospéraient dans les océans, se nourrissant de dioxyde de carbone pour croître et se multiplier. Les cellules grouillantes d'activité, pleines de formes de vie microscopiques, multicolores et perdonantes. Ces minuscules organismes travaillaient dur, libérant de l'oxygène en vaquant à leurs occupations. Ces véritables petites usines modifiaient lentement la composition de l'atmosphère. Voilà donc à quoi ressemblait la Terre primitive. Plus ou moins. Mais pourquoi était-elle si hostile? Et comment a-t-elle pu changer autant depuis? La chaleur de la Terre provient de toutes sortes de choses qui se sont produites lors de sa formation. Tout d'abord, les objets qui se sont assemblés pour former notre planète dégagèrent déjà beaucoup de chaleur. Ensuite, au fur et à mesure que la Terre grandissait, sa force gravitationnelle s'est considérablement accrue. Elle a attiré encore plus de matière vers elle et elle l'a aussi serrée très fort dans ses bras. Et tu sais ce qui se passe quand on comprime quelque chose? Ça chauffe et tout comme une cocotte minute. Ce réchauffement incroyable a eu un impact énorme sur la structure de la Terre. Imagine un mélange de roches, de métaux et de minéraux. À mesure que la chaleur montait, toute cette matière a commencé à fondre. Et devine quoi? Un métal très dense a coulé vers le centre et est devenu le noyau de la Terre, tandis que les roches plus légères sont remontées pour former la croûte et le manteau. C'est comme si la Terre avait décidé de se dissocier, en créant des couches distinctes. On appelle cette séparation la différenciation. Mais le réchauffement ne s'est pas arrêté là. Avec tous ces mélanges et ces déplacements, la Terre est devenue encore plus chaude. C'était comme si tu augmentais la température d'un four planétaire géant. Toute cette chaleur folle a eu de sérieuses conséquences. La température élevée de la Terre a tout accéléré. Les plaques tectoniques dansaient. Un véritable remue-ménage géologique à la surface. Et ce n'est pas tout. La Terre était également bombardée par de sérieux visiteurs cosmiques. Imagine ça. Pendant que la Terre était occupée à rassembler toutes sortes de débris spatiaux et de se former, la pagaille régnait dans le système solaire. Saturne et Jupiter avaient décidé de tout chambouler en changeant d'orbite, envoyant toute une tasse d'objets massifs vers notre pauvre Terre. Et ce n'était pas pour plaisanter. Ces impacts ont fait fondre les minéraux de notre croûte terrestre et les ont même vaporisés. Ces collisions étaient si puissantes qu'elles faisaient même sortir les gaz de l'atmosphère terrestre. Tu parles d'un feu d'artifice. Crois-le ou non, nous pouvons encore observer les cicatrices de ces anciennes collisions. Il faut un travail de détective, mais ses conséquences sont bel et bien visibles pour un œil entraîné. Par exemple, nous avons le cratère de Mani Itzok au Groenland. Même si le cratère lui-même n'est pas visible,
On trouve dans cette zone des roches qui se trouvaient jadis à une profondeur de 20 à 25 km sous la surface de la Terre. Et devine quoi? Elles portent les marques d'un choc intense et soudain. Il s'en est passé des choses. La plus grande collision a eu lieu avec une planète appelée Theia. Theia, de la taille de Mars, se serait écrasée sur la Terre avec un énorme boom, un événement colossal qui a tout changé. Le noyau métallique de Theia a fusionné avec celui de la Terre, tandis que les couches extérieures des deux planètes ont été projetées dans l'espace. Le résultat? Un magnifique anneau de débris autour de notre planète. Voici la partie la plus intéressante. Ces débris n'ont pas flotté indéfiniment. Ils ont commencé à s'assembler comme des pièces de puzzle. Et voilà. Nous avons obtenu notre Lune. Incroyable, non? Et cet étonnant processus n'aurait pris que 10 ans, voire moins. C'est complètement dingue. On appelle ce formidable événement concernant la Lune l'hypothèse de l'impact géant. Alors la prochaine fois que tu regarderas notre satellite dans le ciel nocturne, rappelle-toi qu'il s'agit en fait d'un gros morceau de notre propre planète. D'ailleurs, la Terre a elle aussi vécu une sacrée aventure lors de la création de son atmosphère. La première tentative de création d'atmosphère ne s'est pas très bien passée. Une fine couche d'hydrogène et d'hélium s'est formée au moment où toute cette matière s'accumulait. Mais ces gaz n'ont pas tenu. Ils ont fini par s'échapper dans l'espace infini. Au revoir les gars. Mais la Terre n'a pas abandonné, elle est repartie de plus belle, et cette fois-ci, elle a eu beaucoup plus de succès. Les volcans sont venus à la rescousse. Ils ont craché toutes sortes de gaz, de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, et tout un tas d'autres substances bizarres. Même les météorites et les comètes ont participé à la fête, apportent de l'air et de l'azote. Notre atmosphère est sur le point de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais voilà, il n'y avait pas d'oxygène dans cette deuxième expérience. Non, pas une seule petite bouffée. L'oxygène que produisaient les rayons du soleil en divisant les molécules d'eau disparaissait immédiatement à cause de certaines réactions chimiques. Ce n'est qu'avec la troisième expérience et l'apparition de la vie que les choses ont commencé à changer. Les organismes photosynthétiques ont pris le devant de la scène et ont utilisé tout le dioxyde de carbone présent dans l'air pour fabriquer leur nourriture. Et ils se sont mis à libérer de l'oxygène? Finalement, ces organismes ont réussi à produire tellement d'oxygène que les réactions chimiques n'ont plus pu arrêter le processus, et une atmosphère s'est créée. Ce n'est que depuis environ 350 millions d'années que nous avons atteint le niveau d'oxygène que nous connaissons aujourd'hui, environ 21% de l'air que nous respirons. Ainsi, des volcans enflammés au mystérieux océan, ce petit aperçu du passé nous révèle une Terre très différente de celle que nous connaissons. Il est fascinant. Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités. On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours.
Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Ötzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Ötzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Ötzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Ötzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon. En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du Yuka. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat, à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans.
on pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pello, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord. L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Erebus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. Le corps humain est une machine parfaitement équilibrée, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment dans mon cas. Normalement, toutes ces parties fonctionnent parfaitement ensemble pour nous permettre de prospérer et, bien sûr, de rester en vie. Chacun de nos organes est essentiel à nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de respirer, de marcher, de parler ou de trouver des idées brillantes qui font avancer l'humanité. Mais sont-ils vraiment indispensables? Avons-nous vraiment besoin de toutes ces parties du corps? Ou certaines d'entre elles ne sont-elles que d'anciennes reliques qui nous sont tombées dessus au cours de ce jeu étrange? Quelle évolution! Les dents de sagesse, par exemple. Ça fait longtemps qu'on me les a enlevées. Et oui, ce sont ces paires de dents coincées au fond de la bouche pour lesquelles il faut souvent aller chez le dentiste. Elles sont également appelées troisième molaires. Et, bien qu'elles puissent être utilisées pour mâcher de la nourriture, beaucoup de gens pensent qu'elles sont tout simplement inutiles. Et sache qu'environ 22% des gens dans le monde n'ont même pas ces 4 molaires en rab. Lorsqu'elles poussent, elles sont susceptibles d'être incluses. Ce qui signifie qu'elles restent coincées dans l'os de la mâchoire et ne peuvent pas sortir correctement de la gencive. Tout cela parce que nos mâchoires sont souvent trop petites pour les accueillir. Certains scientifiques avisés pensent que c'est parce que nous avons évolué vers des mâchoires plus étroites au fil du temps. Des données récentes montrent également que ce que nous mangeons lorsque nous sommes enfants pourrait également être en cause, mais il est difficile d'en être sûr. Apparemment, la consommation d'aliments difficiles à mâcher, comme les légumes crus et les noix, peut stimuler la croissance des mâchoires, tandis que la consommation d'aliments mous et transformés peut en quelque sorte la freiner. Cela laisse peu d'espace pour que les dents du fond puissent se développer. Disparaîtront-elles complètement à l'avenir? Je suppose que nous, les mammifères humanoïdes, devrons attendre pour voir ce qu'il en estimate. À présent, parlons de l'organe voméronasal, ou, comme j'aime à l'appeler, de l'instrument secret du nez. Vois-tu, les rongeurs et les autres mammifères ont cette formidable capacité à communiquer entre eux grâce à des signaux chimiques appelés phéromones. Et devine quoi? Ils disposent d'un organe spécial, l'organe voméronasal ou OVN, qui les aide à détecter ces phéromones. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que la plupart des êtres humains adultes ont quelque chose qui s'apparente à un OVN dans leur nez, il s'avère qu'il s'agit essentiellement d'un vestige inutile. Les neuroscientifiques affirment même que si l'on examine l'anatomie de cet organe, on n'y distingue aucune cellule ressemblant à celle d'organes similaires chez d'autres mammifères.
De plus, chez l'homme, cet organe ne semble pas non plus communiquer avec le cerveau. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles toutefois. Même si l'OVN humain présente peu d'intérêt, il semble qu'il puisse encore réagir à certaines phéromones. L'homme gardera-t-il cet organe sur sa liste des projets évolutifs en cours? Pour l'instant, plaçons-le dans la pile des peut-être. Et maintenant, voici une petite histoire. Les animaux dotés d'une queue ont besoin de cette structure pour de nombreuses raisons. Certains en ont besoin pour leur équilibre, d'autres pour se diriger, d'autres encore pour attirer des partenaires potentiels. Mais savais-tu que lorsque nous sommes âgés de quelques semaines dans le ventre de notre mère, nous avons aussi une queue? C'est exact. Nous avons une petite queue complète avec ses propres vertèbres. Au fur et à mesure que nous nous développons, cette queue disparaît comme par magie, et il ne nous reste plus que notre fidèle coccyx. Les humains et les grands singes ont la particularité de ne pas avoir de queue, contrairement aux autres primates. La raison pour laquelle les grands singes ont perdu leur queue reste un mystère, mais nous sommes tous d'accord pour admettre que cela nous distingue des babouins et autres macaques. Cependant, de temps à autre, un humain naît avec une petite queue vestigiale. C'est mignon, non? Mais ne te réjouis pas trop vite, car ces queues-là n'ont pas de vertèbres et peuvent parfois être associées à une pathologie de la colonne vertébrale. Quoi qu'il en soit, ces queues sont généralement inoffensives et peuvent être facilement retirées par une intervention chirurgicale rapide. Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme si elle allait nous manquer. Après tout, qui a besoin d'une queue quand on a des bras et des jambes pour se déplacer? Et puis, peux-tu seulement imaginer essayer de trouver un pantalon à ta taille avec une queue qui dépasse dans le dos? Ce n'est pas très esthétique. Il y a peu de chances que l'homme ait besoin d'une queue à l'avenir. Alors je suppose que les générations futures peuvent déjà dire adieu à ces os de la queue. Les humains possèdent également un drôle de petit repli de membrane dans le coin intérieur des yeux, appelé le pli semi-lunaire de la conjonctive. Il s'agit en fait de CE qui restent d'une troisième paupière, que l'on trouve encore chez certains animaux, comme les gorilles et d'autres primates. Mais le plus curieux, c'est que même nos proches parents, les chimpanzés, présentent ce petit repli qui semble inutile. Nous ne sommes donc pas les seuls à avoir cette bizarrerie oculaire. En parlant de membranes inhabituelles, elles remplissent diverses fonctions chez différents animaux, comme la protection de l'œil contre la saleté et l'humidité, ou la dissimulation de l'iris contre les prédateurs. Certaines espèces peuvent même voir à travers leurs membranes transparentes lorsqu'elles sont sous l'eau ou sous terre. Maintenant, la raison pour laquelle nous, les humains, avons perdu notre troisième paupière reste un peu mystérieuse. Peut-être que l'évolution de notre habitat et de la physiologie de nos yeux l'a rendu inutile, ou peut-être que nous sommes devenus trop cool pour avoir une troisième paupière. Qui sait? Avec ou sans organes vestigiaux, il est intéressant d'imaginer à quoi pourraient ressembler les humains dans le futur. De nombreux organes sont devenus obsolètes en raison de l'évolution de notre mode de vie. Aimerais-tu jeter un coup d'œil sur à quoi nous pourrions ressembler dans le futur? Et dans la même veine, ou artère, as-tu déjà entendu parler du concept de griffe du texto? C'est lorsque tu passes tellement de temps à taper sur ton téléphone ou ton ordinateur portable que ta main commence à avoir des crampes qui lui donnent une forme de griffe. Et ce n'est là qu'un des changements physiques qui pourraient nous arriver si nous ne prenons pas soin de notre corps dans ce monde dominé par la technologie. Mais nos mains ne sont pas les seules concernées. Nous pourrions nous retrouver avec des coudes à 90 degrés à force de tenir constamment nos appareils à cet angle. Et même un cerveau plus petit à cause de toutes les distractions et de la surcharge d'informations. Bon, je sais, ce que tu te dis. On ne va quand même pas abandonner la technologie et revenir à l'âge de pierre. Et tu as sûrement raison, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Mais nous devons rester conscients des effets négatifs potentiels et prendre des mesures pour les réduire. C'est pourquoi une équipe de concepteurs a uni ces efforts créatifs pour nous présenter Mindy, un humain du futur dont le corps aurait changé physiquement en fonction de l'utilisation constante et sans fin de smartphones, d'ordinateurs portables et d'autres types d'appareils chronophages. Bien que les altérations exagérées du corps de Mindy ne représentent peut-être pas notre avenir proche, les préoccupations qui les sous-tendent sont bien réelles. Que pouvons-nous donc faire? L'une des suggestions serait de s'éloigner régulièrement de nos écrans et de se dégourdir un peu les jambes. Peut-être même encourager le yoga au bureau ou les soirées dansantes pour faire circuler le sang. Il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement la technologie, mais nous devons être conscients de ses effets sur notre corps et notre esprit. Dans plusieurs années, nous pourrions même devenir plus petits. Un scientifique estime que si nous étions plus petits, notre corps aurait besoin de moins d'énergie, ce qui serait très utile sur notre planète de plus en plus surpeuplée.
Il est amusant de penser à quel point nos vies sont différentes aujourd'hui de celles des chasseurs-cueilleurs. À l'époque, nous ne devions interagir qu'avec une poignée de personnes tous les jours. Aujourd'hui, se souvenir des noms de tout le monde est une caractéristique très importante, et il se pourrait même que nous soyons amenés à l'améliorer. Et sache que la technologie pourrait en fait jouer un rôle dans notre évolution. Certains chercheurs pensent que nous pourrions un jour avoir des implants dans notre cerveau qui nous aideraient à nous souvenir du nom des gens. C'est comme si tu avais un annuaire biologique directement dans ton corps. Ne serait-ce pas pratique? Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous aurons même une technologie visible qui fera partie de notre apparence. Imagine un œil artificiel capable de percevoir des couleurs et des images différentes. Et je ne parle même pas de ce à quoi nous pourrions ressembler si nous colonisions Mars. En raison de sa faible gravité, notre corps pourrait changer de toutes sortes de façons. Nous pourrions avoir des bras et des jambes plus longs, voire des poils isolants comme nos ancêtres de Néandertal. Il est difficile de déterminer ce à quoi nous pourrions ressembler à l'avenir sans disposer de données très précises pour étayer ces projections. Mais on peut dire que ces changements seront pour le moins intéressants. Quant à moi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est trop tard. J'ai déjà dit plus de 1400 mots et il est temps de nous quitter. À plus. Regardez plutôt ça. Il y a des gens qui peuvent plier leurs petits doigts sans plier leur annulaire. Mais la plupart trouvent cela difficile, voire même impossible à accomplir. Quand ils bougent leur majeur ou leur petit doigt, ils ont tendance à fléchir légèrement leur annulaire également. Oui, pour moi aussi c'est le cas. La luxation du globe oculaire est une condition extrêmement rare qui permet à certaines personnes de faire sortir leurs yeux de leurs orbites. Malheureusement, cette capacité comporte des inconvénients. Elle peut entraîner de nombreux problèmes oculaires. Certains peuples autochtones, comme les Tibétains, peuvent survivre à des altitudes aussi élevées que celles du mont Everest. Cette aptitude rare est très probablement apparue après des années d'évolution. Les ancêtres des Tibétains modernes ont vécu dans des régions élevées au cours de milliers d'années, et leurs globules rouges se sont adaptés en conséquence, rendant possible la survie avec des niveaux dangereusement bas d'oxygène. Les Bajau sont des nomades de la mer vivant en Asie du Sud-Est. Ces individus ont développé une rate extra large servant de dépôt de cellules sanguines riches en oxygène. Grâce à cela, ils peuvent facilement passer 5 à 10 minutes à pêcher sous l'eau sans remonter à la surface pour respirer, ne serait-ce qu'une seule fois. Environ 14% de la population est dépourvue de muscles longs palmaires. Pauvres vieux. Il s'agit en fait d'une partie rudimentaire du corps et dont le besoin a disparu au cours de notre processus d'évolution. Donc, si vous ne possédez pas ce muscle, ne vous inquiétez pas. Son absence n'affecte en aucune façon le fonctionnement de votre avant-bras. Environ 5 à 37% des gens sont dépourvus de dents de sagesse depuis leur naissance. Ces dents ne sont plus vraiment nécessaires aujourd'hui. Elles étaient importantes pour nos ancêtres car elles les aidaient à mâcher des aliments durs comme les noix, les racines et la viande crue. Et les caramels mous au sel de Guérande. Non, là j'invente. Mais comme l'essentiel de la nourriture que nous mangeons aujourd'hui est transformée, les dents de sagesse ne sont plus qu'un simple atavisme. La plupart des gens n'ont qu'une seule spirale d'implantation capillaire qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais 5 personnes sur 100 ont une double couronne. Et si les 2 spirales sont dirigées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cela rend la personne encore plus unique. Certains scientifiques pensent qu'il y aurait un lien génétique entre la direction de cette spirale et notre main directrice. Un peu plus de 8% des droitiers présentent une spirale allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais chez les gauchers, ce nombre monte jusqu'à 45%. Le cerveau de l'homme vieillit plus rapidement que celui de la femme. Avec l'âge, les hommes commencent à se plaindre de plus en plus souvent de problèmes de mémoire et de manque de concentration. En même temps, les femmes n'ont pas de problème aussi grave avec leur mémoire, mais elles se sentent plus souvent déprimées. Lequel choisiriez-vous ? Lorsqu'une personne ment, son propre nez la trahit. Des psychologues de l'université de Grenade ont découvert que lorsqu'une personne racontait un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmentait. Ce phénomène a reçu le nom de « surprise, surprise », l'effet Pinocchio. Les Japonais possèdent des bactéries spécifiques, les Bacteroides plebeius, dans leurs intestins. Ces bactéries les aident à digérer le sushi. Les Japonais consomment des algues crues depuis des siècles. Les micro-organismes présents à la surface de ces algues sont entrés dans leur corps et se sont activement développés. Aujourd'hui, ces bactéries aident les Japonais à digérer les aliments crus et préviennent divers problèmes liés à leur alimentation.
Les humains auraient autant de poils sur leur corps que les chimpanzés. Le nombre de poils d'un individu et d'un chimpanzé est approximativement le même. La seule différence est que le poil corporel humain est essentiellement inutile et si fin qu'il est presque impossible à distinguer. Les humains n'ont pas plus de gènes que les autres espèces. En fait, les gens ont même moins de gènes qu'un asticot. Les tomates ont aussi beaucoup plus de gènes que vous et moi. Mais nous sommes des créatures tellement complexes. Eh bien, récemment, les scientifiques ont conclu que le nombre de gènes contenus dans un génome n'était pas étroitement lié à la complexité d'un être vivant. Faisons une pause pour souffler un peu. Et en parlant de ça, votre poumon gauche se compose de 2 lobes, tandis que votre poumon droit est divisé en 3 parties. De plus, le poumon gauche est un peu plus petit, car il doit laisser de la place pour votre cœur. Vos poumons contiennent également environ 2400 km de voies respiratoires. C'est plus de la moitié de la distance entre New York et Los Angeles. Il y a aussi plus de 300 millions d'alvéoles dans vos poumons, qui sont de petits sacs d'air en forme de ballon. Les gens ont 5 sens parmi les plus évidents. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il de la thermosensation, le sens de la chaleur, ou de la nociception, la perception de la douleur, ou encore de la conscience de son propre corps, la proprioception? Pour comprendre de quoi il s'agit, fermez les yeux et touchez-vous le nez. Vous avez réussi? C'est grâce à la proprioception. Cette liste peut être beaucoup plus longue. Certains experts affirment que les gens auraient de 21 à 53 sens. Vos doigts deviennent tout fripés après avoir passé trop de temps dans l'eau. Les doigts fripés sont causés par le rétrécissement de vos vaisseaux sanguins. Lorsque vous restez longtemps dans l'eau, votre système nerveux fait se rétracter vos capillaires. Votre corps éloigne le sang de cette zone, et cette perte de sang rend vos vaisseaux plus étroits. La peau commence à se replier autour d'eux, formant ces drôles de rides. Les scientifiques pensent que ce processus nous aiderait à avoir une meilleure prise lorsque nos mains et nos pieds sont mouillés. Il y a 3 sortes de cônes dans les yeux d'une personne ordinaire. Ces cônes aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. Grâce à eux, la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont doués de tétrachromatisme ont 4 cônes dans leurs yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Cette anomalie de la vision est extrêmement rare, et elle est restée beaucoup plus courante chez les femmes que chez les hommes. Fait intéressant, la plupart des personnes atteintes de tétrachromatisme ne réalisent même pas qu'elles voient un monde plus lumineux que les autres. Toutes les personnes n'ont pas des pupilles rondes. 2 personnes sur 10 000 ont des pupilles de forme inhabituelle. Le plus souvent, elles ont une forme de serrure. Ce trouble oculaire est appelé colobome. À noter que certaines personnes atteintes de cette condition n'ont aucun problème de vision associé. Seulement 3 à 22% des gens dans le monde ont un orteil de Morton ou pied grec. C'est une structure du pied où le deuxième orteil est plus long que le premier. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté présentent tous deux cette caractéristique corporelle peu commune. Pour ma part, je préfère les avoir en éventail. Chez certaines personnes, la salive s'accumule dans une glande sous leur langue. Elle peut alors être propulsée en jet lorsque la personne appuie sur cette glande. Si la bouche est ouverte à ce moment-là, le jet peut atteindre plusieurs mètres. Ce processus, le fait de Glaviter, peut se produire spontanément. Une personne presse accidentellement sa langue contre la glande en mangeant, en bâillant, en parlant ou en se brossant les dents. Et voilà. Jusqu'à 35% des gens pourraient glavioter, mais seulement 1% peuvent le faire sur commande. J'avais un ami à l'université qui faisait ça. Oui, c'était bizarre. Environ 18 à 35% des personnes ont une réaction intéressante à la lumière du soleil. Elles éternuent. Ce phénomène a son propre nom, le réflexe photosternutatoire. En grec, cela signifie éternuement solaire. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains pourraient être capables de régénérer leur cartilage. C'est cette matière caoutchouteuse autour de vos articulations. Récemment, des scientifiques ont découvert que le cartilage pourrait être capable de se réparer de lui-même. De la façon la plus efficace à la cheville, pas très bien au genou et le moins efficacement à la hanche. Le cerveau humain est composé de 73% d'eau, tout comme votre cœur. C'est pourquoi si votre cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, vous commencez à vous sentir épuisé. Cela affecte également votre mémoire,
réduit votre capacité d'attention et a un impact négatif sur votre humeur. Alors, buvez un coup. Contrairement à nos autres cousins primates, la plupart des gens disposent de voûtes plantaires. Elles nous aident à nous déplacer. Cette voûte plantaire agit comme un amortisseur intégré pour nos pieds. C'est ce qui nous permet de rebondir. Mais il en existe une autre. Il s'agit de l'arche transversale, qui s'étend d'un côté à l'autre sur le dessus du pied. Tu peux voir cela comme un pont qui aiderait à maintenir ton pied dans sa forme. Les recherches montrent que cette arche est également importante, car elle est responsable d'environ 40% de la rigidité du pied. En d'autres termes, il s'agit de l'échafaudage qui maintient le pied en place. Lorsque des chercheurs en médecine ont disséqué cette arche transversale, le pied a perdu beaucoup de sa fermeté. En revanche, lorsqu'ils ont incisé la partie inférieure de la voûte, la perte n'a pas été aussi spectaculaire. S'agit-il donc d'un phénomène propre à l'homme moderne? Non, ces arches ne datent pas d'hier. L'arche transversale existe depuis près de 3 millions d'années, et l'arche médiale est apparue il y a environ 1,8 million d'années. Autant nous attarder sur un autre élément de nos pieds avant de passer à d'autres parties. Le petit orteil est, lui aussi, plus important qu'il n'y paraît. Que tu en sois né dépourvu ou que tu l'aies perdu par accident, tu pourras toujours marcher. Mais ces petits doigts sont importants pour nous permettre de tenir debout. Ils assurent de l'équilibre. À l'intérieur de ton pied se trouvent 26 os qui s'associent pour t'empêcher de basculer. Le petit orteil fait partie de ce travail d'équilibre. Nos ancêtres, les grands singes, avaient besoin de leurs orteils pour s'agripper, griffer et se balancer aux arbres. Aujourd'hui, nous avons troqué nos talents de grimpeurs contre des canapés confortables et des séries télévisées. Bon, regardons un peu plus haut et parlons de l'appendice. Tu pourrais penser qu'il ne sert à rien. Mais non, lorsqu'un être humain est dans le ventre de sa mère, cet organe entame déjà son travail. Vers la 11e semaine de développement, il commence à produire des cellules spéciales qui relâchent des hormones et des composés utiles. L'appendice contribue à l'entraînement des troupes de notre système immunitaire, veillant à ce qu'elles forment une défense de premier ordre. Il recueille également toutes sortes de substances étrangères, appelées antigènes, provenant de notre tube digestif. Pourtant, au fur et à mesure de l'évolution des régimes alimentaires, ce morceau a rétréci comme une baudruche qui se dégonfle. Contrairement à la plupart des autres structures vestigiales, l'appendice n'est pas toujours inoffensif. Il peut se transformer en un véritable calvaire. À propos, les organes vestigiaux sont ceux qui ont perdu leur fonction ancestrale principale. La plupart du temps, ces structures n'ont plus d'utilité apparente. Un autre exemple vestigial célèbre est celui des dents de sagesse. Elles sont inutiles et nous causent des problèmes depuis des lustres. Pourtant, près de 95% d'entre nous en ont. Et 90% d'entre nous pourront même être confrontés un jour ou l'autre au désagrément d'une dent de sagesse incluse. Si tu n'en as pas, tu peux t'estimer heureux. Et voici un autre fait intéressant concernant les dents de sagesse. Même si tes dents sont recouvertes d'un minéral plus tendre que celui des dents de requin, de nouveaux tests montrent qu'elles sont tout aussi résistantes. Le revêtement des dents de requin est en fait d'une dureté similaire à celle de l'émail d'une dent de sagesse humaine. Cela s'explique par le fait que leurs surfaces sont constituées de cristaux minéraux maintenus ensemble par des protéines. Celles-ci les empêchent de se briser facilement en cas d'impact. La différence entre l'usage que nous faisons de nos dents et celui qu'en font les requins tient donc de leur conception, et non de leur dureté. Des anthropologues ont examiné d'anciens squelettes. Ils pensent que nos ancêtres avaient besoin de ces dents supplémentaires pour mâcher des aliments durs, comme des racines et de la viande crue. À l'époque, ces dents supplémentaires étaient très utiles. Mais nous avons découvert la cuisine et, soudain, nos aliments sont devenus plus tendres et nos mâchoires plus réduites. Les généticiens ont leur propre point de vue sur la question. Il s'agit d'un gène appelé MIH16, qui semble jouer un rôle à la fois dans la taille du cerveau et dans les caractéristiques de la mâchoire. Cependant, le rôle exact qu'il a pu jouer dans l'histoire de notre évolution reste un peu mystérieux. Maintenant, une autre chose inutile est notre paupière. Enfin, pas la paupière normale. On parle de ce petit truc rose qui se cache au coin de l'œil. Les oiseaux et d'autres animaux à fourrure s'en servent pour repousser la poussière et les débris qui pourraient endommager leurs yeux. Mais chez nous, les humains, elle est en grande partie vestigiale. Voici le muscle long palmaire. Environ 85% d'entre nous le portent encore, et peut-être l'as-tu toi aussi. Tu peux le tester en posant ta main sur une surface plane et en faisant se toucher ton auriculaire et ton pouce. Si tu aperçois un petit groupe de tendons qui font des pirouettes au milieu de ton poignet, c'est que tu l'as trouvé. Il servait à saisir des objets et à se balancer comme Tarzan. Poursuivons avec l'astuce de la préhension.
Avant même de naître, vers la 16e semaine de ton séjour dans le ventre de ta mère, tu t'entraînes déjà à t'agripper. Tu commences par saisir ton cordon ombilical. Lorsque tu arrives enfin dans le monde, ce réflexe t'aide à t'accrocher. Fait amusant. Les petits singes peuvent se suspendre d'une seule main pendant des lustres, grâce à une astuce similaire. En revanche, nous, les humains, perdons cette super préhension vers l'âge de 3 mois. Lorsque tu es encore en gestation, tu as aussi une mini-queue. Mais au fur et à mesure que tu grandis, elle disparaît et ces minuscules vertèbres deviennent ton coccyx. Les humains et nos cousins les grands singes n'ont pas de queue, contrairement aux autres animaux. Nos oreilles aussi ont des muscles vestigiaux. Ils permettent aux animaux de mieux entendre et d'exprimer certains sentiments. Mais chez l'homme, ces muscles de l'oreille ne servent pas à grand-chose. Nous avons trouvé d'autres moyens d'écouter et de montrer nos émotions. Pourtant, certains d'entre nous peuvent encore remuer leurs oreilles avec un peu d'entraînement. Il est surprenant de constater que les ongles des orteils font également partie des éléments vestigiaux. Ils constituent la première ligne de défense, car ils protègent le corps contre les micro-organismes nuisibles. Au cours de notre évolution, nous avons utilisé les ongles de nos mains et de nos pieds pour nous défendre, creuser et grimper. Dans le monde moderne, les ongles nous viennent encore en aide, que ce soit pour éplucher un fruit ou pour la douce sensation de gratter une démangeaison. En revanche, les ongles des pieds ont pris leur retraite. Mais on peut toujours leur appliquer du vernis à ongles. Pour l'amour du style, ils conviennent certainement à de nombreuses personnes. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des membres ou des organes inutiles. En 1798, un anatomiste a examiné un oiseau singulier incapable de voler et a consigné ses observations. Cette espèce aviaire n'était autre que l'autruche. Les autruches et les casoars ne sont que quelques-uns des exemples d'oiseaux à posséder des ailes vestigiales. D'un point de vue anatomique, il s'agit d'ailes rudimentaires, incapables de permettre à ces créatures corpulentes de voler. Pourtant, elles ne sont pas totalement dépourvues de fonction. Elles servent à maintenir l'équilibre pendant les courses rapides. De plus, elles permettent d'élaborer des parades nuptiales, aidant ces oiseaux à attirer des partenaires potentiels. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'animaux, beaucoup d'entre eux brillent aussi. Environ 76% des animaux marins, y compris les méduses, les vers, les requins et les étoiles de mer, sont bioluminescents. Ils présentent une molécule appelée luciférine, qui réagit avec l'oxygène pour créer de la lumière. Pour eux, cette lueur sert à confondre les prédateurs, à attirer les proies ou à avertir les autres d'un danger. Nous aussi, les humains, pouvons briller. Malheureusement, cette lueur est très faible et nos yeux ne peuvent pas la voir. Notre corps émet de la lumière, mais celle-ci est environ 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent détecter. Les scientifiques ont découvert que cette lueur changeait tout au long de la journée. Elle est la plus faible le matin et la plus brillante en fin d'après-midi. Notre visage brille plus que le reste de notre corps. On pense que cela est dû au fait que notre visage est davantage exposé au soleil et qu'il contient de la mélanine, dont les composants peuvent stimuler la production de lumière. Certaines facultés uniques nous distinguent du reste du règne animal. Savais-tu par exemple que l'homme était le seul animal capable de rougir? Il semblerait que nous ayons l'exclusivité de ce phénomène aux joues roses. Lorsque nous nous trouvons dans une situation embarrassante, nos vaisseaux sanguins se dilatent et c'est ce qui nous fait rougir. La gêne est une émotion assez complexe. Il s'agit de comprendre ce que les autres pensent de nous, et c'est peut-être trop complexe pour d'autres animaux. Il est intéressant de noter que les wakaris chauves sont des singes également capables de rougir, mais sans y accorder le même sens. Pour eux, c'est une preuve de bonne santé. En parlant de bonne santé, il nous faut rendre hommage à nos entrailles. Celles-ci comprennent l'estomac, le foie et bien d'autres choses encore. On les appelle souvent notre second cerveau. Ce dernier possède son propre système nerveux, fort d'une centaine de millions de messagers qui envoient des informations au reste de ton corps. Même si la connexion entrailles-cerveau se trouve coupée, celles-ci continuent à opérer. Elles assurent ainsi le fonctionnement autonome de ton système digestif.